Bonjour à tous. Je n'avais pas prévu, mais je vais commencer par un acte d'irrationalité, mais qui est un peu mon mantra que je répète depuis quelques années. C'est l'été prochain à Téhéran via Tel Aviv. Donc après tout ce que je vais vous raconter, pendant que je vais vous le raconter, vous allez trouver ça impossible. Mais à la fin, on va dire qu'il y a peut-être un espoir et que ce mantra-là va peut-être devenir une réalité. Alors, j'avais commencé, mais de toute façon, je sais que je vais déborder, je vous préviens, mais je vais essayer de pas trop déborder. Parce que dès qu'on parle du Moyen-Orient, il y a besoin d'une base historique, de savoir de quoi on parle. Donc, j'ai volontairement inclus dans ce Moyen-Orient les pétromonarchies, donc le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émiratis, parce qu'ils sont devenus des acteurs tout aussi importants que les Européens, les Américains, la monarchie, qui est la République islamique d'Iran et qui est le nom que je lui ai donné, et bien entendu Israël comme acteur de la région. Et la première chose, c'est que ce Moyen-Orient est un chaudron, et c'est un chaudron parce que c'est un chaudron dans lequel mijotent tellement d'ethnies, de religions, d'idéologies, et qui sont tellement disparates qu'il est impossible d'y trouver une forme de cohérence. Et je pense que c'est cette absence de cohérence, j'allais dire une absence criante d'État-nation, qui rend cette région tellement perméable à des invasions idéologiques meurtrières et constamment entretenue par un discours paranoïaque et toujours antinational. Comme exemple, et je vais revenir, parce que c'est quand même de l'actualité pure et dure sur le nouveau maître de la Syrie, qui est Al-Joulani, et le premier discours qu'il a fait, il l'a pas fait n'importe où, il l'a pas donné une interview à CNN, ou il l'a pas fait sur la place du peuple, non, il l'a fait dans la mosquée des Omeyyades, qui est la mosquée du temps des califats du 8e siècle, des califats omeyyades, et il a commencé par dire que cette victoire, mes frères, est le triomphe de la communauté islamique et non pas le triomphe des Syriens. Et ça, je trouve que pour commencer à aborder cette région, il faut imaginer qu'il y a deux États, deux uniques États qui ont des frontières tenues et qui ont des frontières tenues par une histoire, par une langue, par une identité et qui les tiennent jalousement. Le premier, c'est l'Iran, parce que l'Iran est l'un des rares pays arabo-musulman, c'est pas un pays arabe, mais c'est un pays musulman, qui continue à enseigner son passé pré-islamique. C'est-à-dire que les enfants apprennent à l'école Cyrus le Grand, qui a libéré les Juifs de Babylone et qui a financé la construction du Second Temple. Ils apprennent tout ce qui, le zoroastrisme, qui précédait la conversion à l'islam, et que le nouvel an encore aujourd'hui en Iran est fêté le 21 mars, le jour du printemps, qui est donc une fête zoroastrienne. Et ils tiennent en plus à ces frontières et à cet Iran-là, mais comme un talisman nostalgique du temps de la grandeur de ce grand empire qui était. Et les Iraniens sont particulièrement orgueilleux de ce nationalisme. L'autre État, c'est Israël, ça va de soi. Israël, une identité juive très forte, mais aussi une identité démocratique, ce qui fait que dans tous les sondages que nous avons, quand vous interrogez les 20% d'Arabes israéliens, ils répondent spontanément qu'ils sont israéliens avant tout. Alors que quand vous interrogez dans les pays arabo-musulmans les gens, ils ont tendance à répondre dans leur grande majorité qu'ils sont d'abord musulmans, ensuite arabes et ensuite tunisiens, syriens, irakiens, etc. C'est très surprenant et je pense que ce fantasme supranational est dû à cette histoire, à cette rupture originelle au sein du Moyen-Orient qui n'a pas pu se constituer en État-nation. Et pour vous donner un exemple, d'ailleurs je vous conseille ce livre Mésopotamia qui est un roman, mais vous allez tout comprendre du Moyen-Orient en passant par le personnage qui a réellement existé de Gertrude Bell, qui, outre être la meilleure amie de Laurence d'Arabie, est en 1921 la femme, car oui, c'est une femme, qui a dessiné la carte de l'Irak moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui était la Mésopotamie, avant de devenir l'Irak sous la plume de Gertrude Bell. Et Gertrude Bell est en train de dessiner cette carte, et voilà ce qu'elle dit. Les trois provinces sont rivées à des civilisations rivales, des cosmos divergents depuis la nuit des temps. Bassora est tournée vers le sud, le golfe Persique et les Indes. Bagdad est liée au monde persan. Mossoul à la Turquie et à la Syrie. Elles discordent religieusement et ethniquement. Mais elle se dit, c'est pas grave, on va essayer quand même. Et dans un pays qui, à cette époque, est à majorité chiite, et Gertrude Bell déteste les chiites, elle les connaît pas, elle veut pas les connaître, elle les déteste. Elle prend cette décision dingue, c'est de mettre un prince hachémite, donc sunnite, à la tête d'un pays à majorité chiite, et ce pays va rester dirigé par des sunnites jusqu'à l'intervention américaine de 2003.
Depuis, alors qu'est-ce que ça a donné? C'est qu'on se retrouve avec 65% de la population chiite qui accède enfin au pouvoir, qui est repris par le pays voisin, qui est l'Iran, qui est à 92% chiite pour le coup, et les sunnites qui périclitent socialement, économiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire? À l'appel du djihad et de l'État islamique, c'est ainsi que le califat, l'État islamique, va se créer. Donc ça ne s'arrête jamais. En fait, dans cette région, tout est lié. Il y a toujours un élément qui est lié absolument au passé. Et qu'est-ce que ça donne dans cette région? C'est qu'on a toujours tendance à dire le Liban est le pays communautaire pour une seule raison, c'est qu'il y a une expression étatique, politique, de la communauté libanaise au niveau de l'État. On sait que le Parlement est tenu par les chrétiens, la présidence par les chrétiens, l'Assemblée par un sunnite, le Sénat par un chiite, etc. C'est exactement la même chose en Irak, donc, qui est multiethnique, mais qui a été dirigé par des sunnites avec une majorité chiite, et pour la Syrie. La Syrie, les Al-Assad sont issus de la minorité alaouite, qui est une minorité chiite, ça constitue 10% de la population, et la Syrie est en majorité dans les 54 à 65% sunnites, mais vous y trouvez des Druzes, des chrétiens d'Orient, comme il y a aussi des chrétiens d'Orient en Irak et de moins en moins, et vous avez évidemment dans ces deux pays, à cheval sur ces deux pays, les Kurdes qui, ça c'est une constante de l'histoire, ont été abandonnés par les Occidentaux au moment, après la Première Guerre mondiale, ont été réabandonnés par les Occidentaux en 2015, et là, c'est bien 2-3 choses que je peux annoncer, ils vont être massacrés et réabandonnés suite à la victoire des islamistes en Syrie. Ça, il y a bien 2-3 choses qui ne changent pas, et ça, le massacre des Kurdes, c'est une constante. Quelque chose s'est passé dans cette région où il y a vraiment un avant-après, et c'est bien entendu les pogroms du 7 octobre 2023. Et ça a totalement changé la donne, parce qu'en l'espace un peu plus d'1 an, on est passé d'un pays qui était le pays victorieux après, et c'est étrange de dire qu'un pays est victorieux après des pogroms, qui était la République islamique d'Iran. La monarchie, c'était le grand gagnant après les pogroms du 7 octobre, pour une seule raison, accentuée par le fait qu'en Iran a lieu, et je continue à appeler ce qui est en train de s'y passer une révolution, qui est en sourdine mais qui est toujours là, où plus de 80% de la population rejette la monarchie, continue à s'organiser en sourdine dans les caves, dans les librairies clandestines, et il y a 15 à 20%, d'après Frédéric Ancel, on ne dépasse pas les 15% de la population qui continue à soutenir la monarchie, mais pour une seule raison, c'est que ça constitue leur salaire, c'est souvent des miliciens, des gens qui travaillent pour le gouvernement. Donc l'Iran était en train de, depuis l'automne 2022, en train de perdre, elle a déjà perdu sa population, mais les mollahs étaient vraiment déstabilisés, et là arrivent les pogroms qui, tout d'un coup, ont fait de la monarchie la grande gagnante. Pourquoi la grande gagnante? Parce que le Hamas, qui sont des frères musulmans, le Hamas est financé par la République islamique, bien entendu en majorité par le Qatar, où des valises de 30 millions de dollars arrivaient tous les mois via Israël, avec la bénédiction d'Israël, pour aller vers Gaza, qui ont servi à construire les tunnels, à financer des armes. Le Hezbollah, le Hezbollah libanais, qui est une construction, une fabrication et un pays, ce qu'on appelle satellite de la monarchie. Les milices irakiennes et syriennes qui ont été formées par la brigade Al-Quds, qui est une brigade, qui est une émanation des gardiens de la révolution iranienne. Donc, toutes ces salites, et les Houthis, évidemment, les Houthis chiites, le Yémen, vous avez à peu près 50% de chiites, 50% de sunnites, et ils sont en guerre civile depuis 2015. C'est un peu plus de 380 000 morts, une catastrophe humanitaire ahurissante, des maladies infantiles disparues qui sont revenues, mais globalement, comme vous le constatez, tout le monde s'en fout. Et ces mots-là donc, se sont vivifiés. Et tout d'un coup, est arrivée cette chose extraordinaire qui a commencé donc avec la guerre Israël-Hamas. Donc je sais bien qu'on ne peut pas mettre à bas une idéologie et que le Hamas continuera à naître sous d'autres formes, mais il n'empêche qu'il y a une réalité, que le chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été assassiné, et pas n'importe où, il a été assassiné chez le pays ami, frère, parrain du Hamas, qui est l'Iran, à Téhéran, et Yahya Sinwar, qui était le chef militaire, a aussi été décapité. Donc
le Hamas est quand même en train, a pris quand même un sacré coup dans la gueule, si je puis me permettre. Et il y a eu cette formidable opération des beepers qui a fait exploser les beepers du Hezbollah, parce que c'est une organisation secrète. C'est qu'on ne sait pas exactement qui. Le fait d'avoir utilisé des beepers, d'avoir fait exploser ces beepers en plein jour, a découvert qui faisait partie du Hezbollah par quartier, etc. Et ça a été vraiment un choc pour énormément de Libanais qui ne savaient pas forcément qui, autour d'eux, faisait partie du Hezbollah ou pas. D'ailleurs, il y avait même l'ambassadeur d'Iran à Beyrouth, dont le beeper a explosé. C'était vraiment assez extraordinaire. Juste après, il y a eu l'assassinat de Hassan Nasrallah, certainement sur la base d'informations données par on va dire, des espions iraniens qui travaillaient avec le Mossad. Et à ce moment-là, clairement, Hassan Nasrallah, le Hezbollah, ça se confond. Ça a été un coup spectaculaire. Et là, on peut considérer qu'après 30 ans, pour la première fois en 30 ans, le Hezbollah vacille. Donc ça s'appelle, mais vraiment, pas une victoire forcément, c'est une victoire pour Israël, mais c'est une victoire pour toutes les démocraties libérales, donc par conséquent pour nous aussi. Et là, depuis quelques jours, se passe cette chose dingue, c'est Bachar al-Assad. Alors, Bachar al-Assad, c'était déjà un État zombie, c'était déjà un dirigeant zombie, il était mort. La Syrie était devenue un protectorat irano-russe. C'est-à-dire que vraiment, à part signer des concessions téléphoniques aux gardiens de la révolution iranien et donner toute l'exploitation du phosphore aux Russes, Bachar al-Assad, la seule chose que faisait le gouvernement, l'État syrien depuis 2015, c'est de produire du Captagon. Le Captagon, c'est une méthamphétamine qui se déverse partout dans le Moyen-Orient, qui est devenue une plaie, par exemple, pour l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Et c'est la seule raison qui a poussé la Ligue des États Arabes à faire rentrer Bachar al-Assad, à le faire revenir dans la Ligue arabe. C'est pour lui demander de contrôler la distribution de Captagon. Et évidemment, ça n'a pas été fait. C'est l'un des frères de Bachar al-Assad qui gérait la production et la distribution du Captagon. C'est devenu la seule ressource de la famille al-Assad. Le seul problème, c'est comme d'habitude, nous occidentaux, on est là sur place, mais on a un peu tendance à regarder ailleurs. Donc on a regardé ailleurs. Donc pendant ce temps-là, on n'a pas vu qu'à Idlib, qui est une région dans le nord, il y avait cet homme, Al-Joulani, grand opportuniste politique, qui depuis 2017 gouverner cette région avec des minorités kurdes, chrétiennes, druzes, et qu'il était en train de créer un proto-État, concrètement, qu'il va essayer d'appliquer à la Syrie. Donc Bachar al-Assad est tombé, autant vous dire que c'est une excellente idée, les al-Assad, tout leur système de torture, d'emprisonnement des opposants est calqué sur les leçons que Alois Brunner, nazi de son État, a offert en échange du gîte et du couvert au père Hafez al-Assad. Et là, maintenant qu'on découvre l'ampleur, quand on s'y intéressait, on les connaissait déjà, mais là, ça devient public, l'ampleur des tortures pratiquées dans les geôles syriennes, c'était des tortures qui se confondent avec les tortures que pratiquaient les nazis. Donc les choses soient très claires, que le clan al-Assad, devenu zombie, soit tombé, c'est une excellente nouvelle. Mais voilà que nous nous retrouvons avec Abou Mohamed Al-Joulani, qui est son nom de guerre, et maintenant il veut se faire appeler de son vrai nom Ahmed Al-Shara, la tête d'une organisation djihadiste, l'Ayat Tahrir Al-Sham, HTS. Donc c'est ça qu'il a créé quand il a rompu et avec l'État islamique et avec Al-Qaïda. C'est pas une rupture idéologique, c'est une rupture politique et opportuniste. Et donc à Idlib, alors moi j'ai un peu de mal, c'est que je ne croyais pas au taliban inclusif quand il est revenu. Donc là, de toute évidence, l'histoire me donne raison. Je ne crois pas non plus aux djihadistes modérés qui, sous prétexte qu'il autorise les parcs et les centres commerciaux aux femmes, mais tous les autres lieux en Syrie vont être non mixtes. Je ne pense pas que ça soit le roi de la diversité et qu'il ne soit ni homophobe, ni antisémite, ni raciste. Et d'ailleurs, très vite, s'il n'a pas tué les chrétiens, il a imposé la dîme. Donc la dîme, c'est quand vous n'êtes pas musulman, vous payez une dîme et ça crée de fait une rupture dans la citoyenneté. Donc vous avez des citoyens de seconde zone et c'est ce qu'il a appliqué à Idlib et ce qu'il va certainement appliquer. Mais seulement voilà, il a abandonné le turban, il s'est zelenskisé. Et s'il s'est zelenskisé, c'est qu'il est passé en gros de salafiste à frère musulman. Et s'il l'a fait avec une telle rapidité, c'est comme partout, il faut suivre la piste de l'argent et il se trouve qu'il est financé par la Turquie, mais surtout par le
Qatar. C'est vrai que je vous disais que dans le Moyen-Orient, j'inclus le Qatar. Et le Qatar, le Qatar, c'est la Mecque des frères musulmans. La chaîne Al Jazeera, que vous connaissez, diffuse l'idéologie frères musulmans partout dans le monde. C'est le Qatar qui finançait le Hamas. C'est au Qatar que vous retrouvez Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas. C'est vraiment un pays refuge. Mais, et c'est là où je trouve cette histoire très intéressante, le Qatar, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est né d'une terreur, mais d'une peur panique. Nous sommes en 1990 et Saddam Hussein envahit le Koweït. Ahmed Ben Khalifa Al Thani, qui est le père de l'actuel émir, a tout d'un coup cette idée de génie, c'est de choisir le soft power, et il décide de miser dans des investissements dans la culture et le sport comme une assurance vie qui permettra à son très petit État, mais très riche, c'est-à-dire aussi riche, un peu plus riche que le Koweït, d'exister sur la scène du monde. En 2010, il a eu cette phrase qui depuis a présidé à ce que fait Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite. Voilà ce que disait Khalifa Al Thani. Il est plus important d'être reconnu au Comité international olympique qu'à l'Organisation des Nations Unies. Et on peut dire qu'il a réussi, puisque depuis les années 90, le Qatar, c'est Al Jazeera, des campus prestigieux comme HEC ou Georgetown, des musées signés par les plus grands architectes, dont le musée d'art islamique qui est devenu une référence mondiale, les Jeux asiatiques de 2016, l'achat du PSG et le Graal qui a atteint en 2022, malgré l'esclavagisation des ouvriers immigrés, malgré la corruption, la Coupe du Monde de football qui s'est tenue au Qatar en 2022. Il y a aussi une base américaine à Old Aid et un maillage diplomatique qu'on a vu à l'œuvre au moment des négociations américano-talibanes et qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre dans les négociations entre Israël et Hamas pour la libération des otages israéliens. Al Jazeera s'est mis au service des printemps arabes en 2011 et il s'est remis aujourd'hui, les images les plus atroces et de propagande, et j'ose le mot, sur ce qui se passe à Gaza ou au Liban, sont propagées par Al Jazeera. C'est pour ça qu'Al Jazeera n'est pas diffusé en Arabie Saoudite. Je viens à l'Arabie Saoudite. Le Qatar, c'est le meilleur ennemi de l'Arabie Saoudite, à égalité avec la monarchie. Et en 2017, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte ont lancé contre le Qatar. Ils ont décidé de le mettre de côté, embargo diplomatique, commercial, pour cause d'amitié avec l'ennemi chiite iranien, de base militaire turque, puisque les Turcs sont aussi des frères musulmans. Donc pour vous faire simple, vous avez les salafistes contre les frères musulmans, même si, de toute évidence, les frères musulmans sont aussi en train de gagner chez les Saoudiens. Et quand on me dit, oui, mais le frère musulman, c'est la version civilisée du salafisme, j'en reviens au néo-sultan Erdogan. Alors Erdogan, quand il est arrivé au pouvoir, on le présentait comme un Merkel turc. On disait c'est un chrétien démocrate version musulmanie. Écoutez, ça s'appelait un frère musulman, ça s'appelle toujours un frère musulman. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire censure des médias, mise au pas de la justice, politique homophobe, antisémite et raciste institutionnalisée, islamisation à marche forcée, propagande éducative, augmentation spectaculaire des violences contre les femmes en Turquie. On a eu une augmentation de 242% des violences contre les femmes, toxicité internationaliste islamiste, Arménie, Chypre, Liban, entre autres en ce qui concerne la Turquie, anti-occidentalisme bien entendu, et adieu la liberté. Le blocus contre le Qatar n'a pas marché, et s'il n'a pas marché, c'est parce que Mohammed Ben Salman, MBS, est l'autre acteur fondamental. Il arrive au pouvoir en 2015 en toute discrétion parce qu'il est que ministre de la Défense et il décide à ce moment-là d'abandonner ce qu'on appelait dans la région la stratégie de l'édredon. La stratégie de l'édredon, c'est de dire on ne s'engage pas directement dans les conflits, c'est-à-dire pendant la guerre Iran-Irak des années 80, pas bouger. Ça veut dire qu'au moment du Koweït, on laisse faire les Américains, c'est-à-dire qu'on se met en retrait. Et Mohammed Ben Salman dit ça marche plus, c'est une connerie. Moi, ce que je vais faire, c'est on va financer, on va en constituer une petite armée, avec pas mal de gens un peu disparates venus de partout, toujours cette idée d'internationalisation supranationale, et on va les envoyer au Yémen. C'est lui qui déclenche la guerre civile au Yémen.
Donc il a décidé que l'Arabie Saoudite ne pouvait compter sur personne parce que pensant être un grand copain de Donald Trump qui était au pouvoir, n'a pas bougé quand 2 sites pétroliers saoudiens ont été attaqués par les Iraniens. Donc à partir de là, Mohammed Ben Salman s'est dit « je suis tout seul ». Et Mohammed Ben Salman est obsédé. Il est obsédé par une seule chose. Il est obsédé par son projet pour sortir des énergies fossiles. Ça s'appelle Vision 2030. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux. C'est pour lui la seule manière de diversifier l'économie saoudienne et d'exister sur la scène du monde. Donc ça veut dire, comme sur le modèle du Qatar, l'ouverture de 241 musées avant 2030. Ça veut dire les Jeux asiatiques d'hiver qui vont être organisés en plein désert grâce à la technologie, c'est en 2029, ça a été voté. Ça veut dire aussi la Coupe du monde de football qu'ils ont remporté il y a 3 jours. Ça veut dire aussi Neom. Alors Neom, c'est important parce que c'est une ville où il n'y a rien et ça va être une ville du futur qui va être désislamisée. C'est-à-dire que les Occidentaux pourront y aller, boire de l'alcool, se promener tête nue, et c'est à 40 km de la frontière israélienne. Et pour que Neom existe, pour que The Line, qui est pareil, une ville qui tient en une ligne comme ça, puisse exister, pour que l'Arabie Saoudite, c'est ça qu'il veut, devienne le centre culturel et sportif du monde, il a besoin de la technologie, du nucléaire israélien et américain. Il n'a certainement pas besoin de son grand ennemi chiite, qui est la République islamique d'Iran, mais il a la rue arabe contre lui, puisque concrètement, la rue arabe, qui est à 90% sunnite, est du côté de la République islamique, qui a pris la tête. On dit l'axe de résistance antisioniste. Moi, je gagne du temps, je l'appelle l'axe de résistance antisémite. Donc voilà, j'ai essayé d'être un peu rapide et c'est, je sais, un peu compliqué, mais voilà un peu le paysage de cette région. Et oui, il y a une raison d'espérer, et cette raison, et c'est tout le paradoxe de ce bordel dont je viens de vous parler. Il y a 2 raisons d'espérer. La première, aussi bizarre que ça paraisse, je vais défendre MBS, qu'MBS est tellement dingo avec son Vision 2030, moi je pense qu'un accord de normalisation sera signé avec Israël. Le seul problème, c'est que MBS est à la tête d'un État, enfin d'ailleurs de tous les États arabo-musulmans de la région, qui ont été biberonnés à l'antisémitisme depuis la nuit des temps. Donc il faut entre-temps convaincre cette rue arabe. Mais il n'empêche que ni les Émiratis, ni le Bahreïn ne sont sortis, ni l'Égypte, ni le Maroc, pardon, de l'accord de normalisation, les accords d'Abraham avec Israël, malgré la guerre Israël-Hamas. Donc je me dis quand même, il y a un petit frétillement, et que si on a réussi, à coup de propagande, à convaincre la rue arabe de détester les Juifs, ben on peut aussi essayer le contraire. Je pense que d'un point de vue neurologique, le contraire est possible aussi. Ça peut toujours fonctionner. Et l'autre espoir, c'est que la monarchie, à la tête de l'Iran, vous avez cette monarchie qui est clairement antisioniste, antisémite, mais la population, elle est prosémite. Et pour ça, j'ai plusieurs exemples. Vous avez tous vu ces images absolument effroyables après le 7 octobre, ou que ce soit au Yémen, je rappelle 380 000 morts, des maladies infantiles qui avaient disparu, crise alimentaire en voiture, en voilà. Mais par contre, ils ont tous été capables de se réunir à Sanaa pour dire « Youpi, des Juifs sont morts ». C'est assez choquant. Jusqu'à Jakarta, en Indonésie, vous avez une manifestation géante pour célébrer les pogroms du 7 octobre. Donc, je rappelle le massacre de femmes, d'enfants, de bébés, de vieillards, l'enlèvement de femmes, d'hommes, de vieillards, d'enfants, de bébés. On l'a fêté, on l'a aussi fêté dans les rues de Londres, de Sydney. On l'a aussi fêté dans les rues de Berlin où il y a une distribution de bonbons et de chocolat. Et ils ne boivent pas d'alcool, sinon je pense qu'ils auraient bu. Donc, on a assisté à ces scènes-là. Le seul pays où il n'y a pas eu ces scènes de liesse, ça a été en Iran. Et j'avais montré ces images à LCI qui ne cessent de m'émouvoir. Vous avez 2 jours après les pogroms du 7 octobre, un match de football. Donc là, ce n'est pas une réunion d'intellectuels dans des universités, à l'Azadi Stadium de Téhéran. Ils arrivent et on distribue aux supporters, donc des banals supporters de foot, allais-je dire, des drapeaux palestiniens. Et quand tout le monde est réuni dans le stade, une clameur monte de toute la foule, où toute cette foule se met à crier « Le drapeau palestinien, tu peux te le mettre dans le cul ». C'est assez inédit, c'est la seule expression de refus de soutenir les massacres du Hamas qu'on a vu dans le monde arabo-musulman. Deuxième exemple, et qui est un exemple antérieur, mais qui dit tout,
On est en novembre 2019, l'inflation en Iran n'est encore que de 40%, là il doit être à peu près de 60%. Il y a des manifestations de la faim qui très rapidement se transforment en manifestations politiques. Et le slogan qui était scandé à Shiraz, à Tabriz, à Téhéran, dans des plus petites villes, à Mashhad, c'était ni Gaza ni Hezbollah, je donne ma vie pour l'Iran. Je refais un truc au début pour rappeler ce côté où finalement c'est l'État-nation qui va être une possibilité d'avenir. Dernier exemple, c'était pendant la Révolution suite à l'assassinat de Mahsa Amini pour un voile mal porté. C'était le jour de la commémoration de la libération des Juifs de Babylone par Cyrus. Et c'est mon père m'a envoyé ces photos. Lui, il est à Paris, il a plein d'amis et de la famille en Iran. Et donc on lui a envoyé énormément d'images. Et pareil, des collégiens, des lycéens, des gamins, et pareil, dans des petites villes, des grandes villes, qui marchaient dans les rues, qui manifestaient, et leur slogan, en ce jour de commémoration, c'était « Nous sommes les petits-enfants de Cyrus ». Alors moi, quand je vois des gamins de 16-17 ans qui marchent dans les rues en disant « Nous sommes les petits-fils de Cyrus », qui a libéré les Juifs de Babylone, je me dis que la clé d'espoir est effectivement la clé perso-israélienne, avec derrière MBS et sa folie de Vision 2030 qui, pour sauver, donner un avenir à l'Arabie Saoudite, serait capable d'imposer le refus, elle va être très bizarre cette phrase, le refus de l'antisémitisme à sa population. Je ne sais pas si c'est jouable, mais j'ai envie de croire que oui. Voilà. Merci Abnouz pour cette overview de la situation. C'était vaste, hein. Moyen-Orient. Vous m'avez pas aidé, hein. Du Moyen-Orient, et je veux dire effectivement certaines flashs sur des possibles changements. Et là, on rejoint raison et espoir. Visiblement, il y a de la raison dans l'espoir de changement que vous évoquez. Il y a des raisons, parce que si on n'y croit pas, si on ne trouve pas que la possibilité de paix et de prospérité dans la région, on rend notre tablier tout de suite. En fait. Est-ce que vous avez des commentaires politico-philosophiques sur cette intervention remarquable? Ou est-ce qu'on considère que tout est dit? Tout est dit, en tous les cas, tout est dit de ce qui existe. Merci beaucoup hein, pour parce que moi je ne connais pas du tout ça. Quelques bribes. Vous avez parlé de l'Allemagne, vous avez aussi parlé de l'Angleterre. Vous avez un peu tourné autour parce que là on est en France en fait. Ouais. Et donc l'impact du conflit au Moyen-Orient, enfin proche, moyen, au sens large, Orient avec aussi Al Jazeera et le Qatar et en France, quelle est votre vision de la situation et vis-à-vis des partis politiques notamment? Mais béni soit la laïcité, j'ai envie de dire. Je pense que si en France, on a assisté à des expressions antisémites flagrantes, enfin que moi personnellement je trouve flagrantes et choquantes, on a eu des manifestations, on a entendu des choses absolument hallucinantes. On a un parti politique, donc je vais être attaqué pour diffamation quand ça va être projeté, mais moi je considère que les propos tenus par un certain nombre je les appelle des militants de la France insoumise relèvent de l'antisémitisme pur et dur. Mais on l'a. Mais sincèrement, est-ce que la mayonnaise prend? Et je trouve qu'elle prend beaucoup moins qu'en Angleterre, en Allemagne, parce que je crois que ce système laïque qui nous décommunitarise, c'est-à-dire, et parole de Mettec, moi je me suis toujours, j'ai même pas la double nationalité, c'est que je me suis sentie je suis arrivée en France à 8 ans, très rapidement française, voilà, c'était en 1985, j'allais dire, c'était le dernier moment où d'ailleurs c'était une aberration de ne pas être français, je faisais mes études en français, je venais d'un pays où on me forçait à porter le voile. Donc je dansais des claquettes tous les matins en me levant et même si je veux, je suis jamais les culs nus à l'école en France, j'avais pas besoin. Mais quand bien même j'aurais pu. Et je pense que ça nous a énormément préservés parce que malgré des éruptions antisémites, de haine, anti-laïques, qui sont, je pense, énormément nourries là par les militants politiques, je pense que le travail qui a été fait depuis 1905 sur la laïcité fait qu'on tient bon.
On tient bon parce que, consciemment ou inconsciemment, je pense qu'on sait que la laïcité non seulement nous protège, mais qu'en même temps, elle nous permet de vivre ensemble, et côte à côte, et pas face à face. Et vivre côte à côte, c'est que le plat préféré des Français, ça reste le couscous. Moi, j'appelle ça du côte à côte. Et on peut manger du couscous en buvant du très bon vin. Non mais, c'est jouable. Donc, tant qu'on peut faire ça, moi, je préfère vivre en France qu'ailleurs. Et je crois que c'est ça qui nous a préservés. Mais par contre, il faut être extrêmement vigilant. Et je sais qu'on n'a pas envie, j'allais dire, dans mon camp, on a décidé de ne pas porter plainte systématiquement. Je ne sais pas encore si c'est une bonne idée ou pas. Parce qu'on nous dit, si on porte plainte systématiquement contre la France insoumise et qu'on perd, ils pourront dire « haha, vous avez perdu ». Mais eux portent plainte systématiquement. Donc, je ne sais pas, c'est encore en débat, donc réfléchissez à ça, si vous avez des idées, je suis tout à fait disponible. Donc je ne sais pas trop, mais je pense qu'on s'en sort bien, et je pense qu'on continuera à bien s'en sortir si on fait passer la citoyenneté avant notre religion, notre ethnie, et même notre sexe, et que là on sortira toujours gagnant. Comment expliquez-vous à nous Marielle. que la laïcité qui nous défendait il n'y a pas si longtemps et nous protégeait est devenue un fardeau? Non, et c'est devenu un fardeau, ça faisait bien dans le discours. Après, je disais que ça va mieux quand même. Mais c'est vrai, mais parce que là, c'est de l'ordre de l'idéologie. Le problème, c'est qu'on est... je pense que globalement, c'est le problème de l'Occident en général, c'est qu'on est devenu extrêmement paresseux intellectuellement. C'est-à-dire que vivre depuis trop longtemps dans la liberté, avoir trop d'eau chaude et trop de chauffage central, ça aide pas. Parce que quand vous regardez, par exemple, dans le sud-est asiatique, la vitalité des jeunes hongkongais, birmans, singapouriens, moi je suis thaïlandais, moi je suis admiratif, c'est le mouvement des parapluies, le mouvement des fleurs, là, le signe de Hunger Game, enfin, ils sont, mais d'une inventivité, d'un esthétisme démocratique extraordinaire, et eux, ils savent ce que c'est de ne pas avoir de presse libre, de ne pas avoir de syndicats, de ne pas pouvoir parler comme je le fais ici en toute liberté. Nous, je pense qu'on est un peu endormis, voire hypnotisés par notre bien-être et qu'on a cru, comme on a cru la paix éternelle après la chute du mur de Berlin, qu'on allait continuer à se vautrer dans la joie et la bonne humeur et le shopping du samedi. Et je pense que c'est notre erreur, c'est qu'on n'a pas été assez sur notre garde et que les frères musulmans, c'est avant tout un entrisme et qu'ils ont grignoté et ils ont commencé par la chose la plus fondamentale et la plus vulnérable qui est l'école. Et ils ont commencé et ils ont fait ça absolument partout. Kamel Daoud pourra très bien vous parler de ce qu'ils ont fait en Algérie. Et ils ont commencé par l'école et ils ont commencé par grignoter la laïcité à l'école et on se retrouve là. Mais moi je trouve qu'honnêtement, rencontrant beaucoup de proviseurs d'école et beaucoup de proviseurs d'école METEC, je trouve qu'ils se défendent drôlement bien et qu'il y a encore de l'espoir parce que ces gens-là ont bénéficié de la laïcité, ont bénéficié de l'accès au savoir, à la liberté, au chauffage central et qu'ils n'ont pas du tout envie que ça s'arrête. Vous dites, une question aussi à poser. Vous dites que la laïcité nous protège, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle est drôlement mise à mal par l'entrisme, justement, des mouvements salafistes si. Dans les universités, dans les... C'est surtout les frères musulmans, les salafistes... Et les frères musulmans. C'est compliqué, c'est vraiment le frérisme. C'est vraiment le frérisme qui a cette politique... De toute façon, c'est pas compliqué. Charte des frères musulmans, née en Égypte, vous l'avez sur Internet, ça date de 1925, ça n'a pas bougé d'un iota. Ils l'ont fait en Égypte, ils l'ont fait dans les pays arabes et musulmans, et ils l'ont fait dans les pays occidentaux. Bien sûr, mais c'est là où il faut avoir un discours de combat, et c'est là où il faut le défendre. Et je pense que là, on a un peu perdu de temps, c'est qu'on a commencé à avoir un peu honte de notre laïcité. Et je crois que cette idée de retrouver une espèce de fierté, parce que en se basant sur... encore une fois, en regardant ailleurs, là, moi je m'occupe beaucoup d'international, mais je trouve vraiment la manière dont ailleurs on se bat, et jusqu'à la mort, pour vivre comme ici, devrait nous rendre un peu fiers de ces valeurs qui ne sont pas des valeurs supérieures, mais en tout cas, les valeurs occidentales nées des Lumières et de la glorieuse Révolution anglaise, c'est quand même ce qu'on a encore trouvé de mieux pour pouvoir vivre côte à côte sans se taper sur la gueule. Donc, rien que pour ça, sans parler de supériorité, je trouve que c'est un outil qui est réclamé par ailleurs, et je pense qu'on
juste soyons un peu plus fiers, et je suis sûre que ça peut changer les lignes. Moi, j'espère. Puis si le Parti socialiste se reprend, on sera bien aussi. Bon, je voulais vous poser une autre question. Vous nous avez exposé vos raisons d'espérer, donc avec l'Arabie saoudite, et puis vous nous avez parlé de l'Iran, bien sûr. Et j'ai vu que là, les lois et la répression contre les femmes s'aggravaient. En Iran ? Oui, en Iran. Oui, alors c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est ça que j'ai pas tout à fait compris. Ouais, Merci de nous développer. C'est un État qui panique, c'est-à-dire que là, le nouveau président faussement modéré, parce que s'il a pu se présenter, c'est parce qu'il a été validé par le gardien, par le guide suprême, qui est Khamenei, qui est aussi ayatollah que moi. Il n'a jamais validé son diplôme, on lui a donné. C'est ce qui n'arrive jamais chez les chiites qui ont un clergé. Donc, le faux ayatollah Khamenei, il est arrivé en disant on va en gros foutre la paix aux femmes. Et là, oh bah tiens, c'est étrange, c'est concomitant cette loi de la chute de Bachar al-Assad. Et la Syrie est quand même important, parce que l'armement et le pognon passaient par la Syrie pour aller au Liban pour nourrir le Hezbollah, qui là existe quasi plus. Donc, quand un régime commence à paniquer et resserre, en l'occurrence, c'est cette loi qui va concrètement punir de mort les femmes non voilées, et sachant que 60% des femmes à Téhéran sont pas voilées, et je sais pas, honnêtement, moi, par rapport aux Iraniennes d'Iran, je suis vraiment une petite chose, hein. Moi, elles me font peur. Donc, à leur place, je commencerais vraiment à paniquer les mollahs de ce qui leur attend, parce qu'elles sont exceptionnelles, les femmes en Iran. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ça. S'ils resserrent, ça veut dire qu'ils paniquent. D'accord, mais... Ouais. Merci. Non. Juste une question un peu plus précise sur la situation actuelle en Syrie. Je sais qu'on ne peut pas faire de projection raisonnable. Néanmoins, vous avez dit tout à l'heure que les Druzes, ça va se déclencher, qu'il y aura la guerre entre les Druzes et les autres parties de la communauté islamique. Pas forcément les Druzes. Moi, je ne crois pas du tout aux Daeshiens frérisés, zelenskisés, inclusifs. Je pense que les Turcs attendent qu'une chose, c'est de faire du massacre de Kurdes, qui est un peu le sport national. C'est les Kurdes. Ah, moi, je pense que c'est le danger. Là, ma première inquiétude en termes humanitaires, c'est les Kurdes. Je pense que les Kurdes, là, vont prendre très très cher. Les Turcs n'attendent que ça, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont soutenu Al-Julani. C'est en gros, on t'aide, mais tu nous laisses massacrer des Kurdes. Et là, on aura encore, mais c'est comme ça depuis plus d'un siècle. On abandonne systématiquement les Kurdes. Alors que ça aurait pu être un relais vraiment solide de l'Occident, dans le sens où pas tous les... Parce que alors les Kurdes, ça veut rien dire, mais en tout cas, le groupe de Kurdes démocrates, alors là, pour le coup, pas antisémites, pas homophobes, aurait pu être un vrai soutien pour les Occidentaux. Et devrait, d'ailleurs, l'être. Gardons un peu d'espoir. Oui. Petit à petit, tous les dictateurs du Moyen-Orient tombent. Ouais. Comment vous expliquez que malgré l'opposition très forte de la population iranienne, depuis 55 ans, le régime soit toujours là ? Ils sont forts, ils tiennent tout. C'est-à-dire qu'on a toujours... c'est vrai que la monarchie, c'est les mollahs plus les gardiens de la Révolution. C'est-à-dire les gardiens de la Révolution ne font pas partie du ministère de l'Intérieur et de la Défense. C'est une armée qui est directement sous les ordres de Khamenei. Ça s'est constitué au moment de la guerre Iran-Irak. C'est des héros, 1 million de morts, je rappelle, la guerre Iran-Irak. Donc ça a créé quand même bonne base de traumatisme. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde a perdu quelqu'un dans la guerre Iran-Irak. Ils tiennent le pouvoir militaire, ils tiennent la propagande et ils tiennent l'économie. C'est-à-dire que tous les aéroports en Iran appartiennent en propre aux gardiens de la Révolution. C'est-à-dire c'est les gardiens de la Révolution qui font des appels d'offres quand ils veulent refaire un aéroport et tout. C'est le maillage économique, militaire des gardiens de la Révolution est spectaculaire. Et je vais dire une phrase encore très bizarre parmi toutes celles que j'ai pu dire, enfin qui paraissent bizarres, mais peut-être que l'histoire me donnera raison, c'est que la CIA n'existe plus.
Et que là, pour le coup, elle aurait pu être très utile, la CIA, parce qu'on aurait pu avoir sur place, à l'intérieur de la population, des forces qui pouvaient voir où était l'opposition, qui finançait, où amener les armes. Ça n'existe plus. Au moment de la révolution islamique de 79, il y a eu financement soviétique à travers le Parti communiste iranien, le Toudé, qui a décidé finalement de soutenir les islamismes. Alors, parenthèse, il faudrait quand même quelqu'un explique à Mélenchon que ça... Tous les mecs du Toudé, du Parti communiste iranien, après s'être alliés aux islamistes, ont pris une balle dans la tête. Donc, en gros, ça marche jamais. Donc, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de s'allier aux islamistes quand on est de gauche. Mais ça finit toujours mal. Mais là, ils avaient été financés. Donc, mais la révolution islamique, elle a mis 18 mois à se faire. Il a fallu 18 mois pour faire chuter le Shah d'Iran. Je pense que c'est long. Mais je pense qu'ils y arrivent. Je pense qu'il manque de l'argent, il manque des armes, que le bazar n'a plus le cœur névralgique en Iran, c'est le bazar. Si le bazar tombe, du côté de la démocratie, les mollahs tombent. Et le problème, c'est qu'ils ont pu faire en tout qu'une vingtaine de jours de grève, parce qu'avec 60% d'inflation, il n'y a pas à bouffer. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un me disait, mais j'ai fermé la boutique pendant 3 jours, je pourrais la payer 4 jours, mais de toute façon, même quand je l'ouvre, je gagne à peine de l'argent. Donc, il y a un côté où on ne les finance pas, où l'argent n'arrive pas, et là, il y a c'est ce paradoxe extraordinaire, c'est que comme les sanctions sur l'Iran sont tellement fortes, c'est qu'on ne peut même pas leur envoyer de l'argent. Parce que là, les Américains nous tomberaient dessus et on devrait payer pour avoir envoyé de l'argent en Iran. Donc, et c'est pour ça que alors là, il y a plein de méthodes. Moi, je suis pour qu'on bombarde les mollahs. Hein. Je pense que les sanctions ne marchent pas. Si on aurait marché avec Cuba, ça aurait marché avec l'Iran, ça marche pas. Un petit bombardement ciblé de mollahs, de gardiens de la Révolution, je pense que ça peut marcher. Voilà. Bon, vous nous redonnez espoir. Merci Avnouk, merci à tous.